Donc moi, personnellement, je suis commis, acheteur de bois. Je m'occupe aussi de l'exploitation. L'exploitation forestière consiste à l'achat chez le propriétaire de bois, à l'abattage, au débardage et au transport dans les usines concernées. Bon, étant aussi propriétaire sur la commune, je fais partie du bureau de la DFCI de Belin-Bellier. Donc j'étais au front régulièrement avec les pompiers pour les conseiller sur les dessertes et les points d'eau aménagés pour qu'on puisse stopper ce feu le plus rapidement possible. Alors nous sur la commune, on parle de l'Andiras 2. Le feu est parti sur Saint-Magne et est arrivé sur Belin. Et en tout, dans toute la nuit, nous avons eu 5000 hectares de brûlés. La cause du départ à l'Andiras 1, c'est criminel. C'est volontaire, ça a été mis. La Teste, c'est une voiture qui a brûlé. Et l'Andiras 2, le départ de feu qu'on a eu la fin d'après-midi, là, qui est arrivé à Belin, on ne sait pas trop. Ils disent que c'est une reprise de l'Andiras 1, pardon, on n'en est pas sûr, on ne sait pas. C'est un départ de feu banal, on n'avait pas les moyens, on n'a pas eu les moyens assez rapides, on n'avait pas les moyens aériens qui étaient rentrés dans le sud-est, donc ça a été très compliqué pour stopper le feu. Et après, dans la nuit, avec les conditions climatiques qu'il y avait, qui étaient favorables au développement du feu, eh bien on s'est laissé gagner et on n'a pas pu le stopper assez vite. Eh bien, ça a été intense, compliqué. Compliqué, je vous répète, parce que les moyens n'étaient pas présents en temps voulu. Il faut savoir que nous, les moyens, toutes les casernes du coin sont des casernes forestières. Quand on parle de casernes forestières, on parle de camions adaptés au massif forestier landais. Ce sont des CCF, camions citernes forestiers. On porte entre 3000 pour certains et 6000 pour d'autres. Et le but, quand on a un départ de feu, c'est d'arriver le plus rapidement possible pour le cerner pour pas qu'il s'étende. Et malheureusement, avec le feu de l'Andiras 1 et le feu à la Teste, ces moyens, on ne les avait pas. On ne les avait pas en temps voulu. Et les moyens n'étaient pas assez importants. Donc on a eu des camions d'autres régions, du nord-est, du nord-ouest, du sud-est, mais ils n'étaient pas adaptés à notre sol, à notre sable, à nos petits chemins. Toutes les fois qu'ils essayaient de pénétrer, ils se plantaient. D'où la difficulté et le manque de moyens. Oui, le feu, bon, on s'en doutait, il n'y avait pas plu depuis le mois d'avril ou le mois de mai. La végétation était vraiment sèche. On savait très bien, tout le monde était sur le qui-vive. Même nous, au sein de la DFCI, on faisait attention à tout ça. On faisait de la prévention. Quand on voyait du monde au bord de route, au bord de piste, on leur signalait. Mais voilà, ce qui est arrivé n'aurait jamais dû arriver. Si on avait pu le bloquer d'entrée, l'Andiras 2, ces 5000 hectares n'auraient jamais... Ça n'aurait pas dû arriver à cette ampleur-là. Alors moi, personnellement, oui, j'ai à peu près une trentaine d'hectares de brûlés. On voit partir nos pins en fumée, alors qu'on a fait notre travail du sol, on se les a plantés. Voilà, c'est familial, on fait attention à notre propriété et en une nuit, tout s'en va. C'est ça qui est dur à accepter. Alors, ça, on a eu plusieurs réunions avec le syndicat des sylviculteurs, c'était sur l'Andiras. Il y aurait des aides de nettoyage, c'est-à-dire broyer tout ce qui est les petits arbres inférieurs à 10-12 ans, vous voyez, tout ce qui n'est pas commercialisable. Donc là-dessus, on devrait avoir des aides pour broyer. Et après, on devrait avoir des aides aussi pour croquer. Parce que dans les gros pins, il faut croquer les souches et ça devrait tomber. Et ça, c'est très important. Il faudrait que s'il y a aide, s'il y a montage de dossier, le faire assez vite. Parce que le printemps ne va pas tarder. Et le développement d'insectes arrive à grande vitesse. D'où l'importance de traiter l'exploitation assez rapidement, ainsi que de broyer les petits arbres. Ces insectes, ils arrivent quand l'arbre est affaibli, comme là après, vous voyez, il y a bien des arbres, des cimes vertes, mais ces arbres, ils sont affaiblis. Et l'insecte en profite pour arriver et finir de les tuer. Alors, il y a plein de sujets. Nous, sur la commune, on a des pare-feux, on a des pistes en état. Tous les ans, on monte des dossiers pour entretenir,
les pistes, pour réparer les fossés, pour faire des points d'eau. Tout ça, ça se fait toute l'année régulièrement. Après, la DFCI, de son côté, travaille aussi, je vous dis, en la mise en état de tout ce qui est piste et ainsi de suite. Et on va inciter là au reboisement, après l'incendie, à planter, à conserver de plus en plus de feuillus en limitrophes, bord de route, et pour essayer de stopper au maximum ces incendies. À part le pin maritime, rien ne pousse. Soit on parle de résineux. Après, il faut savoir que du chêne vert, chêne liège, vous en avez le long de la côte, ça pousse dans le sable. L'ONF fait tout pour le conserver. Nous, vous avez un cours d'eau, vous avez du vergne, vous avez du chêne pédonculé, on a du chêne tousin et du bouleau, essence colonisatrice qui pousse un peu partout. Je suis propriétaire sur Lugo, là j'ai une parcelle à Lugo, où en bordure de route et puis en limitrophe, il y a un cours d'eau, en limitrophe du cours d'eau et de la propriété d'à côté, où j'ai fait 2 lignes de feuillus. J'ai mis du chêne pédonculé et j'ai mis du chêne vert et du bouleau. Dans le feuillu, il ne faut pas avoir de production. Bois de chauffage, un peu de bois de chauffage, mais c'est très faible. Et donc c'est vraiment pour la biodiversité et pour voilà, faire en sorte qu'il y ait une diversité d'essences. Voilà. Ok, très bien. Compliqué à gérer, compliqué sur le coup, on était tous impuissants de lutter contre ce feu. Non, le pin maritime est très bien adapté depuis des années. Je ne pense pas qu'il faille changer. Le pin maritime restera toujours présent sur le massif landais. Il y a toutes les usines à côté qui se servent du pin maritime, que ce soit pour les palettes, pour le bois de qualité. Mais il y a eu ce problème d'incendie, mais il ne faut pas qu'on change la sylviculture parce que, je répète, les moyens n'étaient pas adaptés. C'est aux moyens, au niveau des FCI, au niveau du SDIS, des pompiers, de venir plus vers les propriétaires pour être au courant et s'adapter et faire des attaques, faire des simulations de feu et voir d'avoir un peu plus de matériel adéquat pour rentrer dans le feu, pour ne pas attendre au bord de route. Il faut être optimiste. On est propriétaire, c'est notre travail, il y a plein de gens qui travaillent vis-à-vis de la forêt et chercher des solutions pour éviter que ça arrive parce que malheureusement, on va arriver dans une période, on est dans une ère de réchauffement et tous les étés, on va avoir ce problème. Donc, s'adapter. Sur le marché du bois, actuellement, on a énormément de bois. Les usines sont saturées. Le bois, on le coupe assez vite, toujours avant le printemps, on veut. Mais il y a tout de même une perte pour les propriétaires. Il n'y a plus de qualité, parce qu'évidemment, la qualité, on la sort dans du bois vert. Là, le bois, forcément, il est plus vert, il est noir. Quand on le coupe, on voit bien qu'il bleute, c'est des champignons qui se mettent dessus. Et voilà, énormément de bois. On essaye de stocker comme on faisait pour les tempêtes, pour ramasser le maximum de bois, pour éviter aux propriétaires de le garder sur pied. Mais on commence à avoir des problèmes de saturation usine et on fait le nécessaire pour évacuer assez rapidement avant, je répète, le printemps qui va être primordial. Au niveau abattage-débardage, on a augmenté un peu les prix parce que le feu, il est rentré dans la terre. Ça a tellement chauffé que le feu est rentré dans la terre. Et quand vous coupez, le bois en bas est plein de gravier, voilà. Donc les gars perdent du temps. Il faut nettoyer les filtres régulièrement, des machines, pouvoir les changer. Tout ça, c'était des coûts supplémentaires, d'où le coût d'exploitation était augmenté. Il y a une perte de valeur pour le propriétaire de 20 à 25%. Quand on achète du bois, quand il est vert, la première bille, c'est le billon de qualité, la souche qu'on appelle. Après le deuxième billon aussi, contre souche. Mais tout ça, on n'a pas. Cette qualité de souche contre souche, ça n'existe pas dans le brûlé. On parle directement de caissage. Et le caissage, c'est pour faire, je vous dis, de la palette, des planches à coffrage et tout ça. D'où la perte. Et la deuxième perte aussi, c'est comme vous voyez, le feu est passé sur les pins et l'écorce, les problèmes connexes. Dans les usines, on revend les connexes, la sciure, les écorces, tout ça c'est revendu. Et là, on ne pourra pas le revendre pour les espaces verts. C'est invendable. Alors là, le chevreuil actuellement, le chevreuil, le grand cervidé, sanglier,
Tout ça, on en a trouvé pas mal de morts, de brûlés. Là, il y a des traces de sangliers par-ci par-là. Les cervidés sont partis, sont plus là, et les chevreuils aussi. On voit surtout, essentiellement du sanglier. Maintenant, quand ils reviendront, ça, de toute façon, nous les reboisements commenceront que fin 2024. Donc jusqu'à présent, tout sera terre nue, on va dire. Il n'y aura plus ils pourront plus se cacher, se mettre à l'abri. Je ne pense pas qu'ils restent là. Ils ne reviendront qu'à partir de 2024, quand ça sera reboisé à mon avis. Alors ici nous sommes en présence d'une parcelle qui n'était pas du tout dédiée à une coupe rase. Nous sommes en présence de pins qui ont à peu près une trentaine d'années. Ce n'était pas dédié à la coupe rase parce que ce propriétaire qui a 25 hectares, non pas d'un seul tenant, mais en tout, voire plus, il est obligé de faire un plan simple de gestion. Donc quand on fait un plan simple de gestion, c'est un document qui est vérifié par le CRPF où on a les travaux à réaliser tout au long de l'année. Et ça dure entre 15 et 20 ans. Donc ici, vous voyez, le propriétaire, ce sont des pins qui doivent faire entre 0,800, pas tout à fait le mètre cube. Donc pour lui, c'est quand même une perte assez importante. Une perte assez importante parce que déjà au niveau de la qualité, vous voyez que l'écorce est brûlée, que le pin il est mort et forcément il n'y aura plus de qualité. On parlera essentiellement de caissage et de trituration. Ici ça a été exploité. Là on attend les dossiers de croquage, on va croquer toutes les souches. On va attendre 2 ans comme une coupe rase classique et après on refera un reboisement, c'est-à-dire un débroussaillement en tandem croisé, un labour et un reboisement en suivant. Mais les reboisements commenceraient qu'à partir de, je vous dis, fin 2024. On essaye de se montrer, de montrer notre travail. Voilà, il ne faut pas se cacher, il faut montrer ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait, c'est normal, ça se fait depuis des années, ça fonctionne. Mais comme il y a eu ce coup dur d'incendie, tout le monde dit que c'est mal géré, que c'est mal entretenu, que c'est... Non, c'est faux. Chaque propriétaire entretient avec un plan simple de gestion adéquat, il entretient ses parcelles, il a un revenu de ses parcelles, et voilà, ça suit. Maintenant, je vous répète, on n'aurait jamais dû connaître un tel phénomène. C'était pour nous inacceptable. Mais respecter ce qu'on leur dit, c'est surtout la cigarette. Éviter de faire des barbecues, ça ils le font de plus en plus. C'est surtout les gens qui arrivent là en vacances, qui ne connaissent pas, et ceux du massif font attention. Après il faut faire attention aux cigarettes. C'est surtout le départ de feu le plus important. Je suis président de la CEPANSO Gironde. Je suis un vieux militant écolo, même si je ne suis pas qu'écolo. Je suis également vice-président de la CEPANSO Aquitaine, qui est une fédération régionale aquitaine. Je suis membre du conseil d'administration de France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine. Et dans un passé pas très très lointain, j'ai siégé au Conseil national de protection de la nature, au CNPN. J'ai siégé également au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage pendant une vingtaine d'années. Je suis également propriétaire forestier, sylviculteur. Et j'ai été dans mon jeune âge, quand j'avais 23, 25 ans, 26 ans, j'étais officier de sapeur-pompier forestier professionnel, ce qui fait que j'ai connu les feux de forêt, je sais un petit peu comment ça fonctionne, et je suis très préoccupé par le devenir de la forêt, en raison du réchauffement climatique notamment, mais pas que, en raison aussi des pratiques sylvicoles qui font que ça appauvrit quand même un petit peu la biodiversité, et c'est quand même assez remarquable et inquiétant. Voilà. Alors la CEPANSO, c'est la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest. C'est une vieille dame qui a été créée, c'est une association 1901 qui a été créée en 1969 je crois, et qui est une association vraiment généraliste de protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'on gère des milieux naturels à préserver, on est gestionnaire de 3 réserves naturelles. La CEPANSO Aquitaine gère 3 réserves naturelles en Gironde, réserve naturelle de l'étang de Coussot, la réserve naturelle du Banc d'Arguin, réserve naturelle des Marais de Bruges. Alors, un mot qui résume tout, c'est l'inquiétude. J'étais très inquiet déjà avant
avant d'apprendre qu'il y avait le feu, parce que je voyais la sécheresse qui s'installait dans nos forêts, je voyais les fougères qui roussissaient alors qu'à cette saison elles auraient dû être bien vertes, je ressentais la chaleur, la canicule, je savais avec mon expérience de sapeur-pompier que ce sont des conditions qui sont très risquées pour la forêt, c'est-à-dire le cumul de sécheresse de végétation, sécheresse de l'air et forte température, c'est vraiment un cocktail explosif et c'est là que la moindre étincelle peut mettre le feu. Donc j'étais très anxieux, je ne savais pas du tout si ça allait démarrer chez nous ou ailleurs, mais je me disais s'il y a un feu, ça va être une catastrophe. Et effectivement, quand j'ai appris qu'il y avait un feu à Landiras, je savais que ce serait une période très difficile compte tenu des circonstances. On sait d'ores et déjà que tous les animaux peu mobiles ont souffert énormément. Parce qu'il y a des endroits, on ne sait pas où pouvaient se réfugier. Par exemple, un petit vertébré, un lézard, une salamandre, un serpent, où voulez-vous qu'ils se mettent à l'abri? Ce n'était pas possible. Donc il y a eu certainement d'énormes pertes sur les vertébrés, les petits vertébrés. Les grands vertébrés, les animaux les plus rapides, tout ça, ont pu s'enfuir. Il y a eu des pertes quand même, parce qu'il y en a qui se sont fait coincer, qui sont des chevreuils, des sangliers, des cerfs, tout ça. Il y a des bestioles, il y a des animaux qui sont morts. Les oiseaux, tous ceux qui avaient des nichées tardives, ont péri aussi parce qu'ils n'auront pas abandonné les nichées de suite et après quand ils partaient c'était trop tard parce qu'ils étaient dans les fumées asphyxiés tout ça, donc beaucoup d'oiseaux sont morts aussi. Enfin c'est quand même un gros coup pour la nature. Alors c'est un phénomène naturel mais qui a des conséquences terribles sur la faune et sur la flore. Dans les sols qui ont complètement brûlé, il n'y a plus de banque de graines. Les graines du sol ne vont pas germer, elles ont brûlé. Ce qui peut regermer, c'est ce que les oiseaux, les insectes ou les animaux retransportent. Il faut examiner la situation au coup par coup. Est-ce qu'il y a des endroits un peu plus frais où les bulbes auront survécu, ils repousseront, ça redonnera des plantes l'an prochain? On ne sait pas, il faut le voir après avec du recul. Au niveau des arbres, on le voit sur les pins. Il y a des pins qui sont complètement cuits, qui sont morts, qu'il a fallu enlever parce que ils allaient mourir, ou ils sont morts directement. Sur les feuillus ont joué leur rôle un petit peu d'atténuateur du feu, mais il y en a qui ont eu l'écorce brûlée quand même, donc qui sont morts aussi. Il y en a certains, les plus jeunes, qui vont rejeter. Il y en a qui rejetaient de souche. Je suis allé sur Landiras, et 15 jours après le feu, il y avait encore des fumerons, il y avait encore des trucs qui brûlaient. Il y avait déjà des petites repousses de chêne, il y avait de la bourdaine, il y avait du bouleau, qui avait déjà fait des pousses de 15 cm. Donc la vie demandait juste à repartir. Mais ça, c'est sur des petits arbres qui rejettent facilement de souche. Sur les gros arbres, si un gros chêne qui fait 1 mètre de diamètre à l'écorce brûlée meurt, lui, il ne va pas rejeter de souche, il est trop vieux. Par contre, les chênes tausins, ce qui résiste bien au feu, ce sont les chênes lièges, parce qu'ils ont une écorce qui les isole un petit peu, et ils peuvent repartir non seulement de souche, mais aussi depuis les branches. Vous avez des arbres qui se réadaptent. Vous avez des arbres qui ont reverdi, qui ont fait des bourgeons sur les branches, qui ont reverdi avant la fin de l'automne. Donc tout n'est pas mort. Mais ça fait quand même un sale coup à la nature. Alors c'est une question piège, probablement. D'une certaine façon. Le risque ne pouvait pas être évité, parce que le risque lié aux conditions climatiques, aux conditions météo, ça, on n'y peut rien. Ou alors, si, on aurait pu éviter, à condition de prendre à bras-le-corps le problème du réchauffement climatique quand on a découvert le risque. Il y a plusieurs décennies, parce que c'est pas une nouveauté. Ça fait depuis la fin du 19e siècle que des savants ont émis cette théorie, et puis ça fait des décennies et des décennies qu'on sait vers où on se dirige si on ne modifie pas nos comportements humains et sociétaux. Donc ça pouvait être évité dans ce sens-là, mais admettons que ce soit une chose qu'on ne puisse pas changer. Les deux feux qui se sont allumés simultanément, ces deux feux, l'un a été un feu très vraisemblablement criminel. Ça peut toujours être évité, c'est-à-dire que le criminel pourrait avoir une idée un peu plus géniale et faire autre chose que de craquer une allumette dans un moment où tout risque de brûler. Et le deuxième feu, c'était un feu accidentel, une camionnette qui a pris feu sur la piste, je crois que c'est à 214, qui relie Cazaux au Pilat. Et cette piste aurait dû être interdite à la circulation en raison des conditions météo. Donc ça pouvait être évité comme ça. Après, est-ce que ça aurait pu évoluer différemment? C'est très compliqué à savoir. Le feu, c'est facile à éteindre quand on intervient tout à fait au début. C'est-à-dire que à l'allumage, vous l'éteignez, même un feu que vous voyez découvrir, vous le piétinez, il s'éteint.
Dès que ça commence à prendre un peu d'ampleur, ça devient plus difficile. Et quand ça commence à courir sur 1 hectare ou 2, là, c'est surtout avec les conditions météo qu'il y avait, ça devenait mission impossible. Donc à ce niveau-là, c'était très difficile. On pense aussi, on n'avait pas de moyens aériens de défense. Vous savez, les Canadair, c'est quand même une aide, les Canadair, les trackers, tout ça, c'est une aide importante pour la lutte contre les feux de forêt. Et il n'y avait rien qui était basé en Aquitaine. Donc je crois qu'il fallait plus de 2 heures pour que les Canadair arrivent de Nîmes. En 2 heures, le feu, il peut prendre une amplitude extraordinaire qu'on ne peut plus arrêter. Et ensuite, ces feux sont devenus impossibles à dompter. C'était impossible, c'est-à-dire vous pouviez mettre tous les moyens que vous vouliez, ça continue à avancer. Et le premier feu de la Teste et l'Andiras, les 2 premiers feux, ont été éteints grâce à un changement d'orientation des vents. Il y a l'air océanique qui rentrait un petit peu sur le continent, en Gironde. Cet air était plus humide, on avait une meilleure, une humidité de l'air plus importante, des températures qui ont un peu baissé, et à partir de ce moment-là, ça redonnait des possibilités aux pompiers d'avoir quelques succès dans leur lutte. Alors, je pense que ce serait une erreur de replanter le pin maritime. Le pin maritime a d'énormes qualités. Il est très adapté à nos terroirs, il est très adapté à notre climat. Il va pouvoir résister à des conditions climatiques très dures, mais il est très inflammable. On en a eu la preuve cet été. Quand vous voyez des feux de cime avec la résine qui brûle tout le long des jambes de pin, c'est quand même que les pins sont sensibles au feu. Et là, les feuillus ont un rôle très important parce qu'ils jouent le rôle un petit peu de pare-feu naturel, à savoir que le feu n'a pas la même intensité quand il rentre dans les feuillus. Le feuillu ne brûle pas aussi facilement que le pin. Le feu peut circuler sous les feuillus en brûlant le sous-bois, la litière sèche, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de l'éteindre dans ces conditions-là que quand vous avez des flammes de 50 mètres de haut ou de 100 mètres de haut. Donc le feuillu est très intéressant pour limiter la propagation des incendies, pour freiner la propagation des incendies. Ça n'éteint pas le feu, hein, ils ne sont pas ignifugés, pas plus que les pins. Mais ça aide beaucoup les pompiers. Et donc on aurait tout intérêt à faire en sorte qu'il y ait une sorte de cloisonnement en feuillus pour éviter que les feux prennent une telle ampleur qu'on a connue cet été. Et ça va être très difficile parce qu'il y a 30 000 hectares à reboiser. Et l'erreur à ne pas faire, ce serait de tout remettre en pin. Parce qu'entre l'âge de 10 ans et l'âge de 20 ans, les pins sont très vulnérables au feu. Tout simplement parce que là, vous voyez, dans ces grands pins, s'il y avait un feu qui court dans le sous-bois, ça ne va pas mettre le feu à la cime qui est 30 mètres au-dessus. Par contre, quand les cimes de pins sont proches, notamment à partir de 10 ans, les pins sont assez serrés pour se communiquer le feu des uns aux autres, jusqu'à 20 ans, où la cime est quand même trop basse pour être à l'abri des feux de sous-bois. Après 20 ans, ils sont assez grands, ils s'élaguent et tout ça. Un feu peut passer, ils crèvent pas tous, et avec un peu de chance, ça ne se communique pas à la cime, ce qui fait que les pins, même les pins qui sont touchés, on peut les commercialiser, on peut les exploiter, ou quelquefois on peut espérer qu'ils survivent et qu'ils reprennent le dessus. Donc parce que l'écorce est quand même assez épaisse, ça les protège. Mais il y a une période très critique, c'est 10-20 ans. Et là, si on a des immensités en pin de 10-20 ans sur le massif, tous du même âge, on va avoir une période à risque très très longue et critique. Parce qu'il y a au moins 10 années où il ne faudrait pas qu'il y ait de feu. Et il y en aura. Et il ne faudrait pas qu'il y ait de feu doublé d'une canicule, parce que là, c'est la cata, on repart. Il faut du pain maritime, parce que c'est l'essence objective principale, c'est ça qui fait tourner les industries, c'est ça qui crée de l'emploi dans le massif, et puis c'est ça qui pousse le mieux. En bois d'œuvre, vous n'avez pas grand-chose d'autre qui est capable de concurrencer le pain dans les terrains pauvres qu'on a, mais il faut protéger ces pins avec d'autres essences comme les feuillus. Alors, ça n'a pas vraiment changé parce qu'on était déjà en relation, mais on a mieux travaillé encore, notamment avec la Fibois, et ça nous a permis de faire mieux avancer nos idées sur la fiche sur les répicides. On a fait une fiche qui sera communiquée aux entreprises de travaux forestiers, aux propriétaires, qui a été diffusée dans le journal Forêt de Gascogne du syndicat des sylviculteurs. On a pu travailler plus sérieusement sur ces dossiers-là avec des bonnes relations de travail. Donc ça a amélioré, paradoxalement, nos relations avec le monde de la forêt. Oui, on communique vis-à-vis du grand public, on fait l'éducation environnement dans les réserves naturelles, et puis si on est appelé, ça nous est arrivé d'intervenir dans des lycées, dans des établissements, et de parler de protection de l'environnement, et pas uniquement de forêt, bien sûr, de protection sans ça, y compris des problèmes climatiques, des problèmes de... Alors après, il y a des problèmes sociétaux qui conditionnent aussi les problèmes environnementaux. Quand on est dans un monde, la Terre, c'est un espace fini, et on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un espace fini. Il faudrait faire rentrer ça dans la tête de nos décideurs. Très difficile.
Alors, je suis assez anxieux parce que je vois la rapidité avec laquelle les changements se produisent. Parce que la première canicule importante que j'ai connue, c'est celle de 2003. Mais on a eu rebelote, on a eu des 40 degrés. Là, ça fait 3-4 ans qu'on a des 40 degrés chaque été ici. L'an dernier, ça a été pire puisqu'on a eu 40 degrés en juin. Avant même, c'était le 18 juin, avant le solstice d'été, on a eu des canicules à 40 degrés. Après, on a eu des 40 degrés en juillet, on a eu en août. Et en septembre, ici, on a eu 39 et quelques, mais dans les Landes, ils ont eu 40. Donc ça fait 4 mois consécutifs avec des canicules comme ça. C'était du jamais vu. Donc si ça se produit souvent, on va au-devant de graves catastrophes. C'est-à-dire que la forêt va brûler plus vite qu'on ne la fera repousser. Ça, c'est très inquiétant. Donc tout ça, c'est à réexaminer. Et à l'aune de ce qui va se produire dans 10, 20 ou 50 ans, c'est assez inquiétant. Moi, je ne serai pas là pour le voir, vous y serez sans doute, mais j'espère que ça va s'inverser, qu'on n'aura pas des catastrophes comme ça. Je suis actuellement retraité depuis quelques années, depuis très peu, mais je possède de la forêt par héritage familial et depuis donc 22 ans, on va dire, puisqu'aujourd'hui ça fait 22 ans que je suis président de DFCI, au moins sur la commune de Belin-Bélier, parce que je me suis toujours impliqué dans la forêt, j'ai toujours aimé ça, j'ai baigné depuis que je suis gosse et mes parents m'ont toujours appris et m'ont toujours fait vivre dans ce milieu voilà, qui m'entoure depuis que je suis né. Jusqu'à cette catastrophe qui nous a touchés donc, sur l'été 2022, mon action au niveau de la DFCI, c'est la prévention justement contre les feux de forêt qui nous menacent tous les ans et de plus en plus avec les chaleurs caniculaires qui nous touchent. La DFCI, comme son nom l'indique, la défense des forêts contre l'incendie, c'est né des grands incendies de 1949, des années 50 on va dire, où le général de Gaulle a imposé sur les communes forestières dans le massif des Landes de Gascogne une structure qui permet aux pompiers d'accéder au plus près du départ de feu en aménageant des accès au milieu de la forêt de façon à pouvoir gagner du temps pour accéder au pied des flammes pour les pompiers dans un premier temps. Et ces infrastructures, comme celles que vous êtes en train de voir derrière moi, permettent également la vidange des bois quand la sylviculture se fait normalement et que les arbres doivent être coupés. Voilà. Donc c'est un double intérêt de prévention contre les incendies et aussi aux propriétaires sylviculteurs de pouvoir évacuer leur bois quand ils font leur coupe. Mal, très mal. Oui. Honnêtement, le feu a démarré à 30 km d'ici. On était à 1000 lieues de penser que le feu arriverait quelques jours, quelques semaines plus tard au pied de nos maisons, ici, donc à 30 km du point de départ. On a rapidement mesuré l'ampleur du dégât qui se produisait. La similitude des deux feux majeurs, les feux de la Teste sur le cordon littoral et le feu ici de Landiras qui a démarré à quelque chose près à 1 heure de décalage, a pris des proportions inattendues, imprévisibles et qui ont consommé énormément de moyens de pompiers pour lutter. Les dégâts sont considérables, la sylviculture en a pris un sacré coup, le massif forestier touché. La sylviculture est touchée très fortement. J'inclus dans la sylviculture la biodiversité, la faune, la flore qui a vraiment trinqué. C'est simplement le mot. C'est quand même un désastre. Voilà. Nous avons passé des nuits blanches. Nous avons subi des températures insupportables. À 2 h du matin, le taux d'hygrométrie était en dessous de 20%. Je suis même prêt à dire vers 10%. Donc ce sont des conditions qui étaient toutes réunies pour nous provoquer une catastrophe comme ça, quoi. Notre rôle a été un petit peu dépassé dans le sens où, en temps normal, le rôle de la DFCI sur le massif forestier, c'est de seconder les pompiers quand ils ont éteint l'incendie. Ça veut dire, sous l'autorité du maire de la commune, la garde du feu est opérée par les équipes de DFCI. Les bénévoles qui se rajoutent à ce dispositif
permettent, donc quand les pompiers sont retirés, que les flammes sont éteintes sur la totalité de l'incendie, le relais est pris par nos équipes pour justement éviter les reprises. Là, le contexte a été différent puisque l'intensité de ce feu a pris des proportions vraiment trop importantes et qui ont en quelque sorte dépassé les moyens et les actions des pompiers. Nous avons eu un appel, je pourrais appeler ça un appel au secours du SDIS 33 à un moment donné pour nous dire écoutez là on sent qu'on va être dépassé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Dans nos communes, dans nos ASA DFCI puisqu'on les appelle comme ça, il y a des moyens matériels, des camions, des tonnes à eau tractées par des tracteurs qui peuvent être mobilisés justement pour garder le feu. Mais pour cette circonstance imprévue et inattendue, on a dépêché très rapidement tous nos moyens avec, comment dirais-je, aux côtés des pompiers pour lutter. Alors, nos missions n'étant pas de la lutte active, puisque nous ne sommes pas ni protégés suffisamment, mais ni même formés pour ça. Hein. Voilà, donc la lutte active est de toute façon restée dans les mains du SDIS, des pompiers, et nous étions quand même à côté pour les seconder, pour éviter que ça reprenne. Et je vais vous dire que même les équipes des FCI ont quand même lutté contre des flammes qui n'étaient vraiment pas prévues dans leur programme. Voilà. Alors, ce qu'il faut améliorer, il y en a plein de choses. Il y a plein de choses, notamment, alors on va parler au niveau de la sylviculture, puisque c'est ça qui nous préoccupe, nous les propriétaires sylviculteurs. On va demander aux propriétaires de ne pas reboiser trop près des routes. Là, nous sommes sur une piste forestière, le problème n'est pas gênant dans le sens où, vous voyez, l'emprise est vraiment très large. Vous avez des accès de part et d'autre qui vous permettent de rentrer sur le massif. Simplement, le long des routes, on va demander aux sylviculteurs de ne pas boiser à moins de 4 mètres du fossé. On va maintenant demander aux mairies qui avaient un temps, sous prétexte que les incendies de forêt n'étaient plus ce qu'ils étaient il y a très longtemps, boiser leur pare-feu pour des fins de compensation pour les champs photovoltaïques. Ça, on travaille avec les mairies de façon à leur dire, écoutez, arrêtez ça parce qu'il faut vraiment qu'on reconstitue les pare-feux comme ils étaient autrefois. Avec le temps, il faut le dire, on s'est endormi, on s'est dit non, ça n'arrivera plus, voilà, on risque plus, non, mais voilà, en 2022, la réalité a dépassé des événements et voilà ce qui est arrivé. Effectivement, on va dire, notamment pour cette classe d'âge que vous avez à ma droite, on va dire que le système de branches des arbres est encore relativement près du sol. Là, évidemment, le feu est passé, donc toute la végétation qui était au sol a été détruite. Mais si vous voulez, sur ces hauteurs d'arbres-là, le feu, en partant du sol, il a beaucoup plus de facilité de monter jusqu'à la cime de l'arbre. Des arbres de 50 ans, quand vous avez les branches très hautes et pour lesquelles il n'y en a aucune contre le tronc, à moins de ce qu'on appelle un feu de cime qui est avéré avec les conditions qu'on a connues, parce que ces forêts-là ont brûlé aussi, il y a quand même moins de risques que le feu monte dans les cimes. Il faut que les circonstances soient toutes réunies pour ça. Alors oui, ces âges-là sont plus vulnérables que les autres. Alors ce que vous dites est vrai, dans le sens où maintenant nous allons avoir une parcelle de 30 000 hectares qui va être reboisée du même âge. Voilà, c'est une image exagérée, mais pourtant, si on peut comparer aux tempêtes de 99 et 2009, voilà ce qui se produit. Pour ma part, comme je vous disais, sur mes 22 hectares qui ont été détruits, les 22 hectares sont des reboisements de la tempête de 2009. Ils avaient tous le même âge. Ils avaient 12 ans comme cela. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'ils avaient 12 ans qu'ils ont brûlé, mais voilà, c'est les conséquences de la destruction du massif. La tempête a fait beaucoup de dégâts, les incendies font beaucoup de dégâts, et les reboisements derrière, ils vont tous avoir le même âge. C'est ça le problème. L'opinion publique a tendance à ne pas comprendre la monoculture du pin maritime sur notre massif.
Le pain maritime est omniprésent, c'est une culture et les gens ont tendance à dire que c'est pas une forêt, comme ils voudraient la voir, comme ils voudraient la visiter, comme ils voudraient s'y promener. Ici, notre terrain est pauvre, il y a peu d'essences qui sont capables de s'y implanter. On n'a pas attendu les incendies de 2022 pour déterminer quelles étaient les essences les plus adaptées à notre terrain. Je reviens encore sur les tempêtes de 99 et 2009. On nous a déjà fait le même constat. On nous a dit votre forêt, c'est la monoculture du pain maritime, c'est pas joli. Voilà, vous alimentez une filière bois, bon, peu importe. Mais il faut trouver des arbres qui résistent au vent. Bon, bien. Alors donc on a cherché, on a trouvé des multiples raisons. On a dit le pain maritime, il faut pas le débroussailler avec des rouleaux hollandais parce que ça coupe les racines et c'est pour ça que leur ancrage dans le sol n'est pas bon et le vent les arrache dès qu'il arrive. Donc on a essayé de modifier la sylviculture, on a essayé d'abord dans un premier temps de trouver d'autres essences qui sont capables de résister au vent. Et puis finalement, on s'est bien aperçu que malheureusement, c'était pas possible. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un faux problème de dire de débroussailler avec le rouleau hollandais parce qu'il coupera les racines, mais on est d'accord pour dire que passé 130 km/h, le vent ici il couche tout, que ce soit un arbre qui résiste, un pin maritime, que ce soit un chêne quand il a ses feuilles, que ce soit tous les arbres, passé 130 km/h, il n'y en a pas un qui tient. Donc aujourd'hui, on en est à ce constat-là. Le pain maritime, il est capable de boire de l'eau quand il y en a beaucoup. C'était aussi une des raisons premières pour lesquelles il a été implanté sur un massif qui était inondé, qui était marécageux et tout ça. Et il est aussi capable de passer 2 mois à 40 degrés en plein été. Lui, il tiendra le coup parce qu'il a des aptitudes qui lui permettent de résister à de fortes chaleurs. Aujourd'hui, je suis désolé, mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé le compromis qui alimente une filière bois, qui est capable de nous assainir les marais et qui est capable de tenir des températures caniculaires. Alors c'est une bonne question parce que dans 50 ans je n'y serai pas. Mais écoutez, je vais rester optimiste. Je crois que les boisements qu'on va remettre en place vont encore fournir une belle forêt. Il n'y a pas de raison. Je suis assez optimiste là-dessus. Les études vont montrer que finalement l'empreinte carbone, c'est quand même eux, c'est quand même les arbres qui captent ce carbone, qui sont capables aussi de nous faire respirer de l'oxygène. Alors, il y a quand même un petit bémol dans le sens où l'urbanisation grignote petit à petit quelques hectares de forêt tous les ans, mais malgré tout, bon, sur les massifs forestiers vraiment, comment dirais-je, bien implantés, l'impact là-dessus devrait être, je vais dire, assez faible. Si, je suis assez optimiste là-dessus. Je crois qu'on va continuer d'améliorer notre environnement. Je crois que la prise de conscience n'a jamais été aussi forte que maintenant et que nos enfants, votre génération, va prendre le relais de ce qui a été fait. Et voilà, donc je suis positif.